J'ai hérité d'une ferme de 5 millions de dollars de mon défunt père. Mon mari et ma belle-mère, avides, sont entrés dans la ferme et ont présenté de faux documents revendiquant la propriété. Lorsque j'ai refusé d'accepter les documents, ils m'ont attaché à un arbre avec une corde et ont brûlé la ferme de mon père. J'y pleurais tandis qu'ils riaient et me laissaient seul. Mais au bout de 2 heures, je leur ai réservé une horrible surprise à laquelle ils ne s'attendaient. PAS. Je m'appelle Sarah. Et voici l'histoire d'une trahison qui a failli me briser, mais qui m'a finalement rendue plus forte. Tout a commencé le jour où mon père est décédé. Il était mon roc, mon guide et ma source d'amour inconditionnel. Sa disparition a laissé un trou béant dans mon cœur. Mais même dans la mort, il m'a laissé un cadeau précieux, la ferme. Et la ferme n'était pas n'importe quelle propriété. C'était un domaine de 5 millions de dollars niché dans la campagne, entouré de collines ondulantes et d'arbres qui murmuraient les secrets des générations passées. Mon père avait l'habitude de dire que c'était plus qu'une maison. C'était le symbole de tout ce pourquoi il avait travaillé dur. Il me rappelait souvent que cet endroit était le tien, Sarah. Quand je serai parti, fait en ton sanctuaire. Après sa mort, j'ai décidé d'emménager dans la ferme, en espérant que cela m'aiderait à me sentir plus proche de lui. C'est ce qui s'est passé. J'y passais mes journées à me promener dans les champs, à toucher les murs de la maison qu'il avait construite de ses propres mains et à revivre les souvenirs de nous, assis sous le porche, en train de parler de la vie. C'était paisible, jusqu'à ce soir où ma vie a changé pour toujours. Je me souviens encore des coups frappés à la porte. Lorsque je l'ai ouverte, mon mari, Daniel, et sa mère, Martha, étaient là. Ils ne m'avaient jamais rendu visite à la ferme auparavant. Ce qui m'a tout de suite semblé étrange. Daniel, mon mari depuis 5 ans, a toujours été distant. Il travaillait comme directeur d'entreprise en ville et était constamment absorbé par son travail. Martha. C'était une institutrice à la retraite qui n'a jamais caché son mépris pour moi. Elle me rappelait souvent que Daniel s'était marié en dessous de ses moyens. Avec le temps, j'ai appris à l'ignorer. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Leurs expressions étaient froides, leur énergie déstabilisante. Sarah, dit Daniel en entrant sans attendre l'invitation. Il faut qu'on parle. Qu'est-ce qui se passe? Demandai-je, regardant Martha le suivre avec un sourire en coin qui me donna des frissons. Daniel sortit une pile de papiers et les posa sur la table de la cuisine. Ce sont des documents juridiques. Ton père nous a cédé cette propriété, à maman et à moi, avant de mourir. J'y clignai des yeux, incapable d'assimiler ces paroles. Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas possible. Mon père ne le ferait jamais. Il l'a fait. Martha l'interrompt, la voix tranchante. Il voulait que nous ayons cet endroit. Il savait que tu ne pourrais pas t'en occuper seul. J'ai senti ma poitrine se serrer lorsque j'ai pris les papiers. Ils avaient l'air officiels, avec des sceaux et des signatures. Mais je connaissais mon père mieux que quiconque. Il n'aurait pas donné quelque chose d'aussi important sans m'en parler. C'est un faux, dis-je fermement en repoussant les papiers vers eux. Je ne signe rien. Cette propriété m'appartient. La mâchoire de Daniel s'est serrée et son ton est devenu glacial. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Ces documents sont juridiquement contraignants. J'ai tenu bon. Alors prouvez-le au tribunal. En attendant, sortez de chez moi. Le sourire en coin de Martha disparut, remplacé par un air renfrogné. Petite ingrate, commença-t-elle. Mais Daniel l'arrêta. Très bien, dit-il. La voix basse et menaçante. Mais tu vas le regretter. Tandis qu'ils sortaient en claquant la porte derrière eux, je sentis une pointe de peur s'insinuer dans ma poitrine. La façon dont Daniel me regardait, froide et calculatrice, me mettait mal à l'aise. Mais je l'ai mis de côté. J'y pensais que leurs menaces n'étaient que des paroles en l'air. Quelques jours plus tard, je suis rentré chez moi après une promenade dans les bois et j'ai trouvé Daniel et Martha qui m'attendaient dans l'allée. Cette fois, leur colère était palpable. Nous t'avons donné une chance, Sarah, dit Daniel en se rapprochant. Maintenant, tu nous obliges à prendre les choses en main. J'y me suis figé. De quoi parlez-vous? Avant que je puisse réagir. Martha m'a attrapé le bras tandis que Daniel a sorti une corde.
La panique m'a envahi tandis qu'il me traînait vers le grand chêne à la limite de la propriété. J'ai crié. Mais il n'y avait personne pour m'entendre. C'est toi qui l'as cherché. Martha ricana tandis qu'il m'attachait fermement à l'arbre. Qu'est-ce que tu fais? Criai-je, la voix tremblante. Laissez-moi partir. Daniel ne répondit pas. Au lieu de cela, il a allumé une allumette. Mes yeux s'écarquillèrent d'horreur lorsque je compris son intention. Non. J'ai crié, me débattant contre les cordes. Arrête. Je t'en prie. Et la ferme, mon sanctuaire, s'est embrassée. Je ne pouvais que regarder le feu consumer tout ce que mon père avait construit. L'odeur de la fumée et le craquement du bois emplissaient l'air. Mais la douleur dans ma poitrine était pire. Ce n'était pas seulement la maison. C'était le dernier lien que j'avais avec mon père. Et ils étaient en train de la détruire. Lorsque le feu a atteint une hauteur suffisante pour éclairer le ciel nocturne, Daniel et Martha se sont éloignés, me laissant attaché à l'arbre. Profite du spectacle, dit Martha avec un rire cruel avant de disparaître dans l'obscurité. Pendant un instant, j'ai cru que c'était la fin. Mais quelque chose a changé en moi. La peur s'est transformée en détermination. La trahison brûlait dans mes veines comme un carburant, allumant mon propre feu. Je n'allais pas les laisser gagner. Au moment où Daniel et Martha ont disparu dans l'obscurité, me laissant attaché à cet arbre, j'ai su que j'avais deux choix. M'abandonner au désespoir ou me battre pour ma vie. Les flammes de la ferme en feu rugissaient devant moi, léchant le ciel nocturne. La fumée était épaisse et il était difficile de respirer. La ferme n'était pas qu'un simple bâtiment. C'était tout ce pourquoi mon père avait travaillé. Et la voir s'effondrer, c'était comme le perdre à nouveau. Mais je ne pouvais pas laisser les choses se terminer ainsi. Pas attaché à un arbre vaincu. Mes mains étaient étroitement liées, la corde mordait mes poignets. Je me suis tordu et j'ai tiré, ignorant la douleur, déterminé à me libérer. Et la lumière du feu scintillait sur la propriété, projetant des ombres aériennes. Je me concentrais sur un morceau d'écorce dentelée qui dépassait de l'arbre. En serrant les dents, j'ai frotté la corde contre elle, encore et encore, jusqu'à ce que mes bras soient comme du plomb. À un moment où je pensais ne pas pouvoir continuer, la corde s'est effilochée. D'une dernière traction, elle s'est rompue et j'ai été libéré. Mes mains étaient à vif et saignaient, mais je m'en moquais. J'ai trébuché en avant. Toussant et cherchant de l'air. Le feu était implacable, mais je ne pouvais m'empêcher de le regarder. L'héritage de mon père avait disparu, réduit en cendres par ceux qui étaient censés être ma famille. Mais alors que je me tenais là, quelque chose a changé en moi. Je n'avais plus seulement le cœur brisé. J'étais en colère, furieux. J'ai serré les poings, jurant que je ne laisserais pas Daniel et Martha s'en tirer comme ça. Ils pensaient avoir gagné, mais ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Et la première chose que j'ai faite a été d'appeler la police. Je me suis senti surréaliste en décrivant ce qui s'était passé. Mon mari et sa mère m'ont attaché à un arbre et ont brûlé ma maison, ai-je dit à l'officier au téléphone. L'incrédulité dans sa voix était palpable, mais je m'en moquais. Envoyer quelqu'un, ai-je insisté. Je peux tout prouver. En attendant les autorités, j'ai commencé à évaluer les dégâts. La ferme était complètement détruite. Il n'y avait plus que des décombres noircis. La chaleur de l'incendie irradiait encore et l'odeur de la fumée flottait dans l'air. C'est alors que j'ai aperçu quelque chose qui m'a donné de l'espoir. Près de la limite de la propriété, la caméra de sécurité que j'avais installée il y a plusieurs mois était toujours là. Son boîtier était fondu, mais la carte mémoire à l'intérieur semblait intacte. À l'arrivée de la police, j'ai remis la carte mémoire. Je leur ai expliqué qu'elle pourrait contenir des images d'eux. Les policiers l'ont prise en promettant d'enquêter. Mais je voyais bien qu'ils n'étaient pas convaincus. Leur scepticisme m'a fait l'effet d'une gifle, mais je n'ai pas voulu me laisser décourager. Après leur départ, je me suis assis dans ma voiture en essayant de réfléchir à ce que j'allais faire. Mon père m'avait toujours dit, quand la vie te frappe, relève-toi plus fort. Ces mots résonnaient dans mon esprit.
me donnant la force dont j'avais besoin pour continuer. Et si la police ne prenait pas l'affaire au sérieux, j'allais monter mon propre dossier. La première étape consistait à prouver que les documents utilisés par Daniel et Martha étaient faux. Je suis allé voir un avocat en qui mon père avait confiance, Monsieur Callahan. C'était un homme d'un certain âge, au regard bienveillant et à l'attitude sans état d'âme. Sarah, a-t-il dit après que je lui ai tout expliqué. C'est une affaire sérieuse. Si ces documents sont frauduleux, nous pouvons le prouver. Mais cela prendra du temps. Je me fiche du temps que cela prendra, ai-je répondu. J'ai besoin de justice pour mon père. M. Callahan a acquiescé. Alors mettons-nous au travail. Les jours suivants, nous nous sommes penchés sur les documents présentés par Daniel. Il n'a pas fallu longtemps pour trouver des incohérences flagrantes. Les signatures ne correspondaient pas à celles de mon père et les dates étaient étrangement proches de sa mort. Il était clair pour moi que Daniel et Martha avaient orchestré ce stratagème en espérant que je ne me défende pas. Mais je ne m'arrêtais pas là. J'ai commencé à parler aux voisins et aux travailleurs locaux qui auraient pu voir ou entendre quelque chose cette nuit-là. À mon grand soulagement, quelques personnes se sont souvenues avoir vu la voiture de Daniel et Martha se garer près de la propriété. Un voisin a même dit avoir entendu des voix fortes et une femme crier. Leurs témoignages ont donné plus de poids à mon dossier. Pendant ce temps, j'ai récupéré les images de sécurité sur la carte mémoire. Daniel et Martha me traînaient jusqu'à l'arbre et mettaient le feu à la ferme. Voir leurs visages déformés par la malice. C'était comme revivre le cauchemar encore une fois. Mais au lieu de me briser, cela a renforcé ma détermination. À chaque pas, je sentais ma détermination se durcir. Daniel et Martha m'avaient sous-estimé. Ils pensaient que j'étais faible, quelqu'un qu'ils pouvaient intimider et réduire au silence. Mais ils ne se rendaient pas compte que leur trahison avait réveillé une partie de moi dont j'ignorais l'existence. Une partie qui refusait de reculer. J'ai commencé à tout reconstituer. Les faux documents, les images de sécurité, les témoignages. C'était comme assembler un puzzle. Et à chaque nouvelle pièce, je me sentais plus confiant. Il ne s'agissait plus seulement de moi. Il s'agissait d'honorer la mémoire de mon père et de veiller à ce que son héritage ne soit pas terni par la cupidité et la tromperie. Mais alors que je me préparais à la bataille qui m'attendait, une petite voix au fond de mon esprit murmurait des doutes. Et si le tribunal ne me croyait pas? Et si Daniel et Martha avaient trouvé un moyen de manipuler le système? J'ai repoussé ces pensées. Tu es plus forte que ça, me dis-je. Tu as déjà survécu au pire. Maintenant, il est temps de te battre. Le lendemain du jour où j'ai rassemblé toutes mes preuves, j'ai reçu un appel inattendu de Daniel. Sa voix était calme, presque amicale, mais je pouvais entendre le venin qu'elle contenait. Sarah, m'a-t-il dit, mettons tout cela derrière nous. Et si tu laisses tout tomber, nous te laisserons tranquille. Il n'y a pas de mal. J'ai serré le téléphone contre moi, ma colère remontant à la surface. Tu as mis le feu à ma maison, Daniel. Tu as essayé de détruire tout ce que mon père m'avait laissé. Tu crois vraiment que je vais te laisser partir? Il ricane. Fais comme tu veux. N'oublie pas que c'est toi qui as commencé. J'y raccroche, les mains tremblantes. Sa menace était claire, mais elle ne m'effrayait pas. Au contraire, elle a renforcé ma détermination. Je n'allais pas m'arrêter tant que Daniel et Martha n'auraient pas payé pour ce qu'ils avaient fait. Après le coup de fil menaçant de Daniel, j'ai su qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. La peur qui persistait au fond de mon estomac s'est transformée en détermination. Il ne s'agissait pas seulement de la ferme. Il s'agissait de résister à la trahison dont j'avais été victime et de retrouver la dignité que mon père m'avait inculquée. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de préparatifs. J'ai travaillé en étroite collaboration avec Monsieur Callahan, mon avocat, qui est devenu mon allié indéfectible dans ce combat. Ensemble, nous avons affiné les preuves que j'avais rassemblées, en veillant à ce que chaque élément soit aussi solide qu'un mur de briques. Les faux documents étaient la pièce maîtresse de l'affaire, et Monsieur Callahan les a fait analyser par un expert en criminalistique. Les résultats ont confirmé ce que je savais déjà.
Les signatures étaient fausses et les dates manipulées. Cela suffirait à les faire condamner pour fraude, m'a dit monsieur Callahan un après-midi, alors que nous étions assis dans son bureau encombré. Mais avec tout ce que vous avez rassemblé, Sarah, ils n'ont aucune chance. J'ai acquiescé, serrant fermement ma tasse de café. Ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait, pas seulement pour moi, mais pour mon père. Il me lance un regard rassurant. Nous y veillerons. Et la vidéo de surveillance était un autre élément de preuve crucial. Les regarder était atroce, mais je savais que c'était nécessaire. Tout a été filmé. Et la façon dont Daniel et Martha m'ont attaché à l'arbre, le feu qu'ils ont allumé et les expressions froides et calculées sur leur visage. Ces images m'ont rappelé la terreur que j'avais ressentie cette nuit-là, mais elles ont aussi ravivé ma colère. J'ai remis les images à la police, qui a commencé à enquêter sérieusement. Au fur et à mesure que l'affaire prenait de l'ampleur, j'ai commencé à ressentir une lueur d'espoir. Des témoins du voisinage sont venus corroborer mon histoire, renforçant la thèse selon laquelle Daniel et Martha avaient orchestré cet acte ignoble. Une voisine, Madame Thompson, s'est souvenue avoir vu de la fumée et la silhouette de deux personnes quitter la propriété. Un autre voisin s'est souvenu avoir entendu des voix se disputer plus tôt dans la soirée. Leurs témoignages ont été le fil conducteur de toute l'histoire. Mais alors même que je construisais mon dossier, j'ai été confronté à des moments de doute. Daniel et Martha étaient rusés, et je ne pouvais me défaire de la crainte qu'ils ne trouvent un moyen de manipuler le système. Mes nuits étaient agitées, hantées par des visions de l'incendie et de la trahison qui avaient bouleversé ma vie. Chaque matin, je me réveillais avec une motivation renouvelée, me rappelant que ce n'était pas seulement pour moi, mais aussi pour la mémoire de mon père. Et la date du procès est enfin arrivée. Dans la salle d'audience, j'ai ressenti un mélange d'émotions, d'anxiété, de colère et une détermination farouche à aller jusqu'au bout. Daniel et Martha étaient assis de l'autre côté de la salle, le visage impassible. Daniel avait l'air calme, presque suffisant, tandis que Martha lui chuchotait de temps en temps, leur confiance ne faisant qu'attiser ma détermination. Le procureur a commencé à présenter les preuves pièce par pièce. Les faux documents ont été présentés en premier, et l'expert médico-légal a témoigné de leur authenticité, ou de leur absence d'authenticité. Son explication détaillée ne laissait aucune place au doute. Les signatures n'étaient pas celles de mon père et les dates avaient été fabriquées pour donner l'illusion de la légitimité. Vient ensuite la vidéo de sécurité. Lorsque la vidéo s'est affichée à l'écran, la salle d'audience est restée silencieuse. Je ne pouvais pas me résoudre à regarder l'écran, mais je sentais le poids des preuves peser sur toutes les personnes présentes dans la salle. Lorsque la vidéo s'est terminée, le procureur s'est tourné vers le jury. Mesdames et messieurs, voici la preuve irréfutable des actes commis par l'accusé cette nuit-là. Leurs intentions étaient claires, leur méthode cruelle, les témoins se sont succédés, chacun racontant ce qu'il a vu ou entendu cette nuit-là. Leurs témoignages ont brossé un tableau saisissant des événements qui ont conduit à l'incendie criminel et ont laissé peu de place à Daniel et Martha pour plaider leur innocence. À fur et à mesure que le procès avançait, j'ai commencé à sentir un changement dans l'air. La suffisance du visage de Daniel a commencé à s'estomper, remplacée par une lueur d'inquiétude. Les chuchotements de Martha sont devenus de plus en plus frénétiques, son calme se fissurant sous le poids des preuves. Mais c'est au cours du contre-interrogatoire que le tournant s'est produit. Le procureur interroge Daniel sur sa présence à la ferme cette nuit-là. Ses réponses sont évasives, son charme habituel lui faisant défaut. Lorsqu'on le presse davantage, il trébuche sur ses mots, contredisant ses déclarations antérieures. Daniel, dit le procureur, n'est-il pas vrai que vous et votre mère êtes allés à la ferme avec l'intention de la revendiquer comme votre propriété, alors que vous saviez qu'elle appartenait légitimement à Sarah? Daniel hésite, sa confiance vacille. Je ne me souviens pas, dit-il. Le procureur s'est précipité. Vous ne vous souvenez pas d'avoir attaché votre femme à un arbre? Vous ne vous souvenez pas d'avoir mis le feu à la maison? Ou bien ne vous souvenez-vous pas parce que vous avez été pris? Martha, assise à côté de lui, marmonne quelque chose sous sa respiration. Mais le mal est fait.
Les yeux du jury sont fixés sur Daniel, leurs expressions sont inébranlables. Lorsque ce fut enfin mon tour de témoigner, je pris une grande inspiration et m'avançai à la barre. Mes mains tremblaient légèrement, mais j'ai parlé avec autant de clarté que possible. J'ai parlé à la cour de mon père, de la ferme et de la trahison qui avait brisé ma vie. Ils n'ont pas seulement brûlé un bâtiment, ai-je dit, la voix ferme malgré la boule dans la gorge. Ils ont détruit les souvenirs, l'héritage que mon père avait travaillé si dur à créer. Mais j'ai refusé de laisser leur cupidité et leur cruauté définir mon histoire. Il ne s'agit pas seulement d'une question de propriété. C'est une question de justice. Lorsque j'ai terminé, la salle est restée silencieuse. Le jury m'a regardé avec un mélange d'empathie et de respect, et j'ai ressenti une petite lueur d'espoir. Ce n'était pas encore fini, mais pour la première fois. Je pensais que je pouvais gagner. Lorsque j'ai quitté la barre des témoins, j'ai ressenti un étrange sentiment de calme. Pour la première fois depuis des semaines, je m'autorisais à croire que la justice était peut-être à portée de main. J'avais fait tout ce que je pouvais pour présenter la vérité, et c'était maintenant au jury de décider. Et la salle d'audience était tendue lorsque les plaidoiries ont commencé. Les procureurs ont pris la parole avec assurance, s'adressant directement au jury. Mesdames et messieurs, cette affaire concerne la cupidité et la cruauté, a-t-il déclaré. Il s'agit de deux personnes qui ont trahi quelqu'un qu'elles auraient dû protéger. Daniel et Martha ne se sont pas contentés de falsifier des documents et de commettre un incendie criminel. Ils ont essayé de détruire l'esprit de Sarah. Mais Sarah s'est défendue et les preuves démontrent qu'elle dit la vérité. Ces accusés doivent être tenus responsables de leurs actes. La plaidoirie de l'avocat de la défense, en revanche, était faible et désespérée. Elle a tenté de discréditer les images de sécurité, les qualifiant de circonstancielles, et a affirmé que les témoins n'étaient pas fiables. Mais les expressions du jury m'ont montré qu'ils n'y croyaient pas. Les preuves étaient trop accablantes et les mensonges trop évidents. Après les plaidoiries, le juge a renvoyé le jury à ses délibérations. Ces heures m'ont paru une éternité. J'étais assise dans la salle d'audience, les mains serrées, tandis que Daniel et Martha se chuchotaient l'un à l'autre. La suffisance de Martha avait disparu, remplacée par une énergie nerveuse. Daniel ne cessait de me jeter des coups d'œil, mais je refusais de croiser son regard. Enfin, le jury est revenu. La salle est devenue silencieuse lorsque les 4 personnes se sont levées pour prononcer le verdict. Sur l'accusation de fraude, les 4 personnes ont commencé. Nous déclarons les accusés. Daniel Roberts et Martha Roberts. Coupable. Mon cœur s'est emballé lorsque les 4 personnes ont continué. Pour l'accusation d'incendie criminel, nous déclarons les accusés coupables. Et pour l'accusation de tentative de meurtre, nous déclarons les accusés coupables. Les mots ont déferlé sur moi comme une vague, me laissant à bout de souffle. Coupables. Ils étaient coupables de tous les chefs d'accusation. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, mais je les ai retenues. Ce n'était pas le moment de pleurer. C'était le moment pour lequel je m'étais tant battue. Le juge a condamné Daniel et Martha à de lourdes peines d'emprisonnement, garantissant qu'ils ne pourraient plus faire de mal à personne pendant très longtemps. Alors qu'il sortait menotté de la salle d'audience, Daniel m'a regardé. Son visage était un mélange de colère et de défaite. Je n'ai pas détourné le regard. Je voulais qu'il voie que je n'avais plus peur de lui. Une fois qu'ils furent partis, le poids qui pesait sur ma poitrine commença à se dissiper. Pour la première fois depuis cette terrible nuit, je pouvais respirer librement. La ferme avait peut-être été réduite en cendres, mais l'héritage de mon père n'avait pas disparu. Et elle vivait dans ma détermination, dans mon combat pour la justice et dans la force que j'avais trouvée en moi. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à reconstruire, non seulement la ferme, mais aussi ma vie. Avec le règlement de l'assurance et mon héritage intact, j'ai commencé à planifier la restauration de la propriété. Il ne s'agissait pas seulement de reconstruire les murs et les toits. Il s'agissait d'honorer mon père et tout ce qu'il représentait. Et la communauté locale s'est ralliée à moi, m'offrant son soutien et ses encouragements. Les voisins qui avaient témoigné pendant le procès sont devenus des amis, et je me suis rendu compte que je n'étais pas seule. Et la ferme était peut-être isolée,
mais pas moi. Un jour, alors que je me trouvais sur la propriété et que je regardais les ouvriers poser les fondations de la nouvelle maison, j'ai ressenti un sentiment de paix que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Les mots de mon père ont résonné dans mon esprit. Quand la vie te met à terre, relève-toi plus fort. C'est exactement ce que j'ai fait. Avec le recul, je me suis rendu compte que la trahison de Daniel et Martha ne m'avait pas détruite. Elle m'a transformée. J'ai trouvé une force que je ne soupçonnais pas, et j'ai appris que la justice n'est pas seulement une question de punition. Il s'agit de récupérer ce qui vous appartient et de rester debout face à l'adversité. La ferme ne sera plus jamais la même, mais ce n'est pas une fatalité. Ce sera une nouvelle maison, un nouveau chapitre. Et je continuerai à honorer la mémoire de mon père en menant une vie dont il serait fier, une vie fondée sur la résilience, la dignité et la vérité. En racontant cette histoire maintenant, j'espère qu'elle servira de rappel à toute personne confrontée à la trahison et à la perte d'un être cher. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Et même lorsque tout semble perdu, vous pouvez renaître de vos cendres.